Superman, le personnage, il lui reste 12 épisodes à vivre. Donc Ouais, t'as quand même une sorte une... même si c'est symbolique, t'as une sorte de, il écrit son testament, il y a un truc qui s'apparenterait assez d'ailleurs un petit peu à ce que Alan Moore a pu faire dans les deux épisodes qui clôturaient les aventures du Superman pré-crisis. Euh, bah, non, il y a plein de gens qui ont fait des choses avec Superman. Maintenant, il y a cette espèce de problématique qui est que c'est un personnage quelque part qui résiste au changement. Tu prends par exemple le run de Brian Azzarello et de Jim Lee. Mm. Bon, moi je m'en cache pas, à la base j'ai été allé pour Jim Lee. Azzarello, il avait fait je crois pas mal de trucs un peu plus indé, donc j'étais curieux de voir ce que ça allait donner. Mais au final, je suis vraiment resté sur ma faim, quoi. Il y avait pas de tension dramatique ou, enfin moi Si, il y en avait eu, ils sont passés à côté du ils sont passés à sujet. côté, ouais. Après, c'est une opinion qui m'est personnelle et c'est pas un fait établi, mais je pense qu'Azzarello, il a été vers le surhomme et que c'est pas quelque chose qui finalement à l'usure l'a beaucoup intéressé. D'ailleurs, il n'en a pas vraiment refait depuis. En tout cas, pas quelque chose de cet ordre. Il y avait des choses très intéressantes dans ce truc-là, par exemple le prêtre qui est lui aussi d'ailleurs un C'était endroit, son lien avec son humanité, enfin moi oui, c'est avec comme sa ça que j'ai compris. mortalité, Ouais. et sur la fin, ce personnage aurait dû être construit pour faire quelque chose de bien. D'ailleurs, il y avait un vague lien avec le projet Onact. Et voilà, ils ont créé une nouvelle version du Général Zod qui était très inspirée du Baron Karza des Micronautes, pour ceux qui se souviennent du design des jeux. Au bout de 12 épisodes, on range tout. Le gros suspense, c'était savoir pourquoi la moitié, je ne sais plus combien, il y avait 1 million de personnes de la Terre qui avaient. Ouais, qui avait disparu en fait. Enfin, il y avait un certain nombre de gens qui avaient disparu. Le grand suspense, c'était que leur est-il arrivé. Et en gros, si tu connaissais un peu ta mythologie de Superman sur le bout des doigts, au bout de 12 pages, tu disais ce serait pas la zone fantôme des fois. Donc, à partir du moment où le suspense est émoussé et qu'en définitive, les personnages que tu as découverts au bout de 12 épisodes sont rangés assez vite parce qu'on passe à autre chose, voilà quoi. Non, c'est pas le meilleur arc de Superman. Ouais, c'est C'est pas clair. le pire non plus. Aussi. On parlait des scénaristes tout à l'heure, ceux qui nous ont vraiment inspirés, enfin ceux qu'on aime beaucoup, par exemple comme Grant Morrison, Mark Millar et d'autres. Je voulais savoir qui est pour toi la valeur qui est en train de monter. Parce que toi, enfin, tu les interviews, tu vois un peu l'évolution des histoires, et je suppose que tu dois avoir ta propre opinion sur le sujet. Je sais pas. Je sais pas parce que la valeur en train de monter, c'est toujours pareil. La valeur en train de monter, elle peut très bien avoir un accident de voiture demain. C'est vrai, ouais, on disait ça aussi. On oublie que les comics, évidemment, c'est des fascicules qui tombent mois après mois comme une machine bien réglée, mais tout ça, il y a un facteur humain derrière qui est que c'est arrivé déjà que des dessinateurs, par exemple, la carrière d'un dessinateur soit torpillée par leur divorce ou par d'autres facteurs. Donc je peux te dire. Je peux te dire qui a gagné un peu le tiercé de la décennie, mais je peux pas te dire après tout, on ne sait pas où nous-mêmes on sera dans quelques années. C'est clair. Donc c'est clair que la décennie écoulée, le gars qui a vraiment conquis à la force du poignet son truc, c'est Bendis. Ouais. Bendis, ouais. Mais en fait j'ai envie de te dire que Bendis l'a conquis en début de décennie. D'un seul coup, Ouais. il a débouché sur Ultimate Spider-Man, sur la réinvention des Vengeurs, ok. Mais non, il y a quelqu'un qui est passé de jeune padawan de David Goyer à vice-président de DC, qui est John Jones. Ah, lui, il a tout éclaté. Et non seulement il a éclaté bien des choses, mais c'est quelqu'un qui est encore relativement jeune et qui n'a pas fini d'en écrire, à mon avis, sauf facteur humain dont on parlait tout à l'heure. Donc je suis très curieux de voir ce qu'il va faire dans les années qui viennent. Moi, je suis très curieux de voir ce que va donner son Brightest Day, justement, dont on parlait.
Parce que Blackest Night, ça a été quand même assez puissant. Bon, on va pas trop en parler, parce que on sait pas qui va regarder la vidéo, mais c'est vrai que c'était super puissant. Il y avait un éditeur ou il y a un éditeur qui s'occupe des séries Spider-Man, je crois, ou des séries X-Men, c'est Axel Alonso. Ouais. On n'en parle pas trop en fait, on n'en parle pas tant que ça, mais enfin, lui aussi j'ai l'impression qu'il est en train de monter. Bah, avec Tom Brevoort, ça fait partie Ouais. des deux responsables éditoriaux qui sont juste en dessous de Joe Quesada. Donc, en train de monter, j'ai envie de te dire qu'il est déjà bien monté. Parce que Ouais, c'est clair, il est bien placé. quand tu as des licences comme ça, c'est quand même pas comme si tu essayais de lancer une mini-série US1 ou War the Duck. Ça va, je pense qu'il est bien placé là où il est. Est-ce qu'il va monter plus haut? Je sais pas. Non, peut-être que sa tâche, ça serait peut-être non pas de monter plus haut, mais de redresser un peu la barre pour certains de ses titres. Les X-Men sont plus la série du top 10 qu'elle a été, non pas que ce soit une fin en soi, mais c'est visiblement que ça a moins convaincu certaines personnes et il serait bien que le lecteur s'y retrouve. Pourtant, ils ont quand même donné pas mal de moyens pour les X-Men. Ils ont fait quand même pas mal de crossover avec des bons cliffhangers dedans. Je pense notamment c'est le paradoxe. à Nick Crochat ou C'est le paradoxe même Second Coming qui va venir. C'est le paradoxe des X-Men, c'est que tu as connu ça aussi, j'imagine, c'est qu'il y a une époque, quand on voulait lancer une série, Œil de Faucon, je sais pas quoi, on te mettait forcément un crossover avec les X-Men pour booster les ventes. Ouais. Quand c'est les X-Men qui s'affaissent, non pas que ce soit désonnant, je crois qu'aujourd'hui aux États-Unis ils doivent vendre dans les 85 000, quelque chose comme ça, pour Uncanny en tout cas. Quand c'est les X-Men qui s'affaissent, avec qui peux-tu leur organiser un crossover pour qu'ils remontent? Les Vengeurs. Les Vengeurs, mais ils viennent de le faire, mais tu peux pas refaire le même coup 36 fois. Donc c'est un peu toute la problématique, quoi. Non, je crois qu'il faut que la reprise en main vienne de l'intérieur. Avec autre chose que la énième mort du frère du cousin de Jean Grey. Ce qui m'embête, moi, c'est que j'ai un peu l'impression qu'ils ont perdu toute la portée politique du titre. Il y avait quand même un aspect militantisme qui ressortait du titre et qui là ne transparaît plus en fait. Le problème, il est que le message politique et social des X-Men, tout le monde l'a compris depuis 20 ans. Oui, bien sûr, c'est une parabole pour l'exclusion, ok, d'accord, et c'est très bien. Le seul problème, c'est que, ok, on nous l'a déjà fait. Mais est-ce que pour autant ça veut dire que c'est plus d'actualité? Non. Non, c'est pas ce que je veux dire, c'est que je vais te sortir la première idée qui me vient par la tête aujourd'hui. Tu ferais un storyline où on expliquerait que les X-Men sont réquisitionnés pour aller en Afghanistan et en Irak. Tu aurais un arc polémique. Je ne dis pas qu'il serait bien, je ne te dis pas qu'il serait bon, mais il y aurait quelque chose d'actuel. Est-ce que quand tu es un mutant, tu dois servir ton pays ou pas? L'idée est à creuser en tout cas. Ou d'autres choses, il y en a 36 des idées comme ça, mais parce que oui, ressortir les sentinelles, ressortir un Trask ou quelque chose comme ça pour te dire que oui, les mutants, il faut les exterminer, je sais, mais j'ai vu 15 fois cet épisode. Donc il peut être très bien écrit, il peut être très émouvant, mais ça n'empêchera pas qu'il y aura un sentiment de déjà vu. Et ne parlons pas des morts à répétition et des résurrections entre-temps. Il y a d'autres séries qui sont parasitées par les X-Men et qui malgré tout n'arrivent pas trop à s'en sortir. Je pense notamment à X-Force qui présente des choses quand même assez originales, assez hardcore. Clayton Crane est quand même super bon sur le dessin. Moi je trouve qu'il a trouvé sa série. Ce que j'ai trouvé d'intéressant dans X-Force qui s'achève, c'est encore trop tôt pour savoir ce que vaudra la nouvelle série, ils se sont réappropriés des concepts qui avaient été mal digérés, même pas finis dans les années 90.